Je vais essayer d'intervenir avec du concreto concret en tant que patron d'une PME grenobloise. Donc je remercie aussi Loïc de m'avoir sorti de ma province profonde. Alors je vais vous expliquer un petit peu pour moi le slow management. Alors un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Effectivement, j'ai découvert que depuis une dizaine d'années, je faisais du slow management sans le savoir, puisqu'effectivement, peu diplômé, un peu autodidacte, je ne savais pas grand-chose des théories du management. Et je suis effectivement, si je suis un piètre financier, un pas très bon commercial, il s'avère que je réussis à peu près correctement à manager mes équipes. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment. Alors, je suis aujourd'hui quelqu'un qui vit dans une entreprise extrêmement fragile, parce que j'ai effectivement le malheur de cumuler 6 gros handicaps. Le premier, je suis industriel. En 2012, ça fait plus rire grand monde en France. Petit industriel. Je suis le représentant d'une PME, une PMI, d'un peu moins de 50 salariés, mais ça reste une PME. Je cumule aussi le gros inconvénient d'être dans un métier qui meurt, qui souffre énormément. On parle d'impression, j'imprime, je ne déprime pas encore que peu s'en faut. Vous le savez tous, aujourd'hui vous passez plus de temps sur vos mails, sur vos iPads, iPhone, que sur des ouvrages, sur du papier. Et donc nous assistons à cette lente agonie de ce métier, qui pour moi est un métier extrêmement noble, un métier très beau. Je ne vais pas vous refaire remonter à Gutenberg, le savoir, la culture, mais effectivement c'est un métier qui souffre énormément. Je crois que nous étions 10 000 imprimeurs en France il y a 10 ans environ, on doit être 4 000 aujourd'hui, dont 1500 entreprises de plus de 10 ou 12 salariés, et ça ne s'arrange pas, ça continue d'être très difficile. Je manage une population salariale très ouvrière, souvent très peu formée, malgré les efforts que nous faisons tous ensemble. Je pense surtout à la partie de mon métier qui est le post-presse, tout le façonnage, beaucoup de personnes peu qualifiées pour des travaux de papeterie manuelle. J'ai très peu de moyens financiers, puisque je suis à la fois le directeur général de cette entreprise, mais le seul actionnaire, puisque j'en détiens 100%. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure sous forme de clin d'œil, je suis très seul, puisque je n'ai pas de DRH pour m'accompagner, entre autres. Et c'est vraiment la grande solitude dont parlait tout à l'heure Loïc Roche, cette solitude de l'homme, mais du chef d'entreprise. Alors effectivement, seul à décider, seul à trancher, même si dans mon management très participatif, sur une entreprise de 50 personnes, il n'y a que 2 cadres et demi, je dis ennemis, puisqu'il y a une personne à mi-temps. Ben voilà, une fois que tout le monde est parti le soir à 20h, je me retrouve bien seul pour prendre les bonnes décisions. Alors, me dire, c'est pas grave de temps en temps de prendre une mauvaise décision. Si, dans mon métier, dans mon entreprise, dans cet environnement extrêmement fragile, c'est pas Zola, c'est pas Cosette, mais c'est très très difficile. Si je me trompe de décision sur un investissement, c'est une toute petite entreprise, on doit faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une machine coûte 1 million d'euros. Il en faut une, il en faut 2, il faut beaucoup de choses. Donc si je me trompe dans mon investissement, voilà, dans 6 mois, l'entreprise est morte, terminée. Donc voilà, c'est vraiment une question de vraie survie pour mes collaborateurs et pour moi-même. Je dis aussi mes collaborateurs parce que, une fois encore, je vous ai dit qu'on était de moins en moins nombreux dans ce métier. Et si cette entreprise ferme, au fin fond de Grenoble, de nos montagnes, mes collaborateurs, sur une cinquantaine, il y en a au moins 40 qui auront beaucoup de mal à retrouver quelque chose, si c'est pas, ne retrouveront rien. J'ai été pendant 5 ans président de mon syndicat professionnel, président du centre des jeunes dirigeants. Je sais, pour l'emploi, j'ai beaucoup œuvré pour retrouver des emplois à d'autres collaborateurs. C'est très difficile. Alors, effectivement, en 2 mots, mon parcours, pour vous expliquer un petit peu comment je suis arrivé à ce slow management, parce que je n'ai pas choisi, j'ai été obligé de le faire, je n'avais pas le choix, étant très seul. La seule possibilité de survie, c'est de me tourner vers mes collaborateurs. Moi, je suis jurassien au départ, déjà grenoblois plus jurassien, je les cumule, et fils unique d'enseignants de campagne, Troisième République, donc, qui m'ont envoyé à la ville, à Grenoble, pour mes 16 ans et demi, j'avais le bac en poche, pour essayer d'être enseignant, prof, parce qu'effectivement, pour les instituteurs, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et après avoir fait une licence, une maîtrise, le jour de la présentation du CAPES, je n'y suis pas allé. Je suis allé refaire un DUT de commerce en une année, en année spéciale, parce que j'avais très envie de faire du commerce. Donc j'ai fait du commerce, gentiment. Je suis passé par tous
par tous les stades, de commercial junior, commercial senior, directeur commercial, j'ai fini directeur général. Et il y a 12 ans, j'ai voulu me lancer, avoir ma propre entreprise. Pourquoi pas? Alors, une imprimerie, peut-être, sans avoir fait une thérapie, peut-être que ça me rapprochait de mes parents, qui n'ont toujours pas digéré la chose. Hein. Avoir un fils chef d'entreprise, ils n'en sont toujours pas remis. Ils me demandent toujours si je vais être enfin enseignant. Je mens effrontément. J'aurais dit aujourd'hui que je faisais une conférence. Ils me disent, oh, c'est extraordinaire, tu vas parler comme un enseignant. J'ai dit, je vais essayer, mais bon. Donc, bon. Et donc je suis parti voilà, dans la vie de l'entreprise. Alors ça a été très difficile, parce que quand je suis allé voir des banquiers, j'ai vite vérifié, il y en a peut-être dans la salle, même peut-être de mes banquiers, que je salue, que je remercie. Donc les banquiers m'ont vu arriver avec plein d'enthousiasme. À 30 ans, c'était merveilleux. Hein, je leur ai dit que je voulais faire de l'imprimerie, ça les a fait un peu moins rigoler. Ils m'ont demandé naturellement d'être caution bancaire. J'en ai parlé à mon épouse, qui a pris les choses étonnamment, mais avec beaucoup de philosophie. Je lui ai dit, voilà, je vais marier avec un homme qui est directeur général, qui gagne un petit peu d'argent. Demain, je vais être PDG d'une entreprise, je vais manager, je vais avoir des salariés à moi. Tu te rends compte, ça va être merveilleux. Par contre, je vais diviser mon salaire par 3. La petite maison que nous avons, qui n'est pas encore payée, va être mise en caution. Ton salaire aussi sur 20 ans. Hein, et si jamais nous échouons, parce que c'est un vrai projet de couple, eh bien, on verra bien. Donc, effectivement, ça n'a pas été simple, mais les banquiers ont suivi, parce qu'il a fallu convaincre. Donc, je vous l'ai dit, ces banquiers, en les impliquant dans ce projet, j'avais rien, moi, pour leur montrer, être directif, convaincant. Il fallait vraiment les impliquer dans ce choix. L'expert comptable, qui m'a beaucoup aidé, le commissaire aux comptes, c'était une ESA que je rachetais. Bon, vous connaissez tout ça, on n'est pas là pour en parler, mais vraiment prendre le temps, effectivement, savoir perdre du temps avec eux aussi. C'est jamais du temps perdu, mais savoir prendre ce temps-là. Et puis je suis arrivé devant ces 8 salariés. Et là, c'était terrible. Ils étaient vraiment encore, c'était il y a 12 ans, hein, donc c'était pas le siècle dernier, mais on aurait cru. Dans une entreprise complètement sur 3 étages, sans sortie de secours, c'était vraiment, pour le coup, vraiment Zola, en blouse bleue. Et c'était de l'esclavagisme. Donc le management, autant vous dire que je n'ai jamais entendu parler. Le patron qui me cédait l'entreprise m'a bien expliqué que ses salariés le volaient. J'ai dit, mais vous avez surpris en train de voler? Il me dit, ben non, mais ils nous volent nécessairement, puisque de toute façon, ils sont là, ils travaillent moins qu'ils devraient. Mais j'ai dit, vous avez des fiches de temps? Non, 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 mais de manière générale, ils doivent nous voler. Donc, mon premier travail, c'était de redonner confiance à ces gens, qui étaient vraiment malmenés, qui étaient vraiment martyrisés, sincèrement. Alors, c'était pas dur pour moi d'être à peu près bon avec eux. Ils venaient d'une telle galaxie que, même en étant très moyen, j'ai réussi à leur faire rapidement des miracles. Donc vraiment cette équipe que j'ai appelée équipe pionnière, qui est toujours là aujourd'hui, voilà, ça a été vraiment ce premier temps avec eux, chercher à les accompagner, à leur donner du sens. Alors, vous, DRH ou directeurs généraux de grosses entreprises, tout ce que je vous dis, c'est frapper du bon sens, naturellement. Mais quand on est patron d'une petite PME, mon gros souci du matin, le patron d'une PME, c'est le premier commercial de la maison. Donc c'est déjà savoir comment remplir le carnet de commandes. Ensuite, être sûr que les machines fonctionnent, que nos salariés soient là. Bon. Et qu'on ait de l'argent à la fin du mois pour faire les payes. Bon, alors on va dire oui, ça marche pour tout le monde pareil. Sauf que lorsqu'on est tout seul pour gérer tout ça, c'est pas nécessairement simple. Bon. Donc cette phase de reconnaissance a plutôt bien fonctionné, je crois que vraiment. Et rapidement, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires. Donc ça a été chouette. En moins de 2 ans, voilà, on a été amené à recruter. Là aussi, donc directeur commercial, PDG, premier contact des banquiers. Il a fallu que je me transforme en DRH. Je rêvais de trouver quelqu'un pour m'aider, mais je n'avais pas les moyens. J'ai cherché un petit peu en temps partagé à trouver des consultants, des RH. C'était encore un peu cher pour moi. Et puis, voilà, c'était pas simple pour eux. C'était peut-être pas non plus très passionnant. Ils étaient peut-être attirés à ce moment-là, il y a une douzaine d'années. L'économie allait un petit peu mieux qu'aujourd'hui, par des plus grosses structures. Donc, ce métier d'imprimeur ne les faisait pas rêver. La cave où je travaillais les faisait encore moins rêver. Donc, je me suis débrouillé. Oui, j'ai peut-être fait quelques erreurs de casting dans le recrutement, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce que ces erreurs, je me suis imputé à moi. Il n'y avait pas de raison de leur faire payer ces quelques erreurs, donc on s'est formés ensemble. On a appris aussi à avancer ensemble. Alors, l'étape suivante qui a été un petit peu compliquée, ça a été cette croissance à gérer aussi. Je vous ai dit, cette équipe pionnière, j'ai réussi à leur redonner confiance, on a réussi à avancer, à prendre du temps ensemble. Lorsqu'on a grossi, on a eu le chiffre d'affaires, il a fallu changer d'endroit, changer d'entreprise. Donc là, ça a été difficile, on s'est retrouvé à doubler le nombre de salariés. Donc les anciens ont perdu un petit peu leur marque, ça faisait déjà presque 30 ans pour certains qui travaillaient dans cette cave. Hein, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il faut le voir pour le croire. On est allé dans des locaux modernes, agréables. Il y avait une
petite cafétéria. Ça va vous faire rigoler, vous, mais il y avait quelque chose, une machine à café, c'était le bonheur, vraiment. Bon, en même temps, c'était compliqué aussi pour certains. Parce que cette manière, j'ai essayé vraiment de faire s'exprimer les collaborateurs. On a pris le temps, on s'est mis en place, une fois encore, je l'ai fait comme ça, sans savoir ce qui se faisait ou se faisait pas, de prendre le temps de les interroger, de leur demander. Ils ont préparé, eux, le déménagement. On a fait un plan, ils ont choisi où ils s'installeraient. On va dire que pour 80% des personnes, ça a bien fonctionné, pour 20%, ils ont été perdus. Ils se sont demandé, ça leur paraissait vraiment très étonnant et très suspect, cette manière de fonctionner. Ce jeune patron qui arrivait avec ses idées aussi modernes, c'était suspect. De la même manière qu'il m'arrive le matin, souvent d'ouvrir le coffre de ma voiture, de charger des cartons pour aller livrer, ou le soir de charger avec le Fenwick le papier au cul des machines, on appelle ça comme ça. Bon, pour eux, un patron, pour certains, c'est pas ça. Ça ne se faisait pas non plus. Donc il a fallu aussi les amener à connaître une autre image de leur chef d'entreprise. Il a fallu gérer le départ de Monsieur Thénardier, parce que là, c'était un combat extrêmement difficile. Il fallait manager les anciens dirigeants. Voilà, donc ça, parce que j'avais demandé un accompagnement, ça faisait partie du contrat, j'avais demandé. Il avait souhaité fortement de 24 mois pour monsieur et de 36 mois pour madame. C'est très très long. Je ne savais pas. Je lui ai dit, c'est formidable, ils vendent, ils ont envie qu'un petit jeune prenne la suite, ils vont... Oh la vache. Là, j'ai vraiment dégusté. Si j'ai appris la vie, c'est sûrement à ce moment-là. Encore plus de madame que de monsieur, parce que madame m'a annoncé 3 ans après, les larmes aux yeux, quand elle est enfin partie, qu'elle n'avait jamais voulu vendre, que son mari avait voulu vendre parce qu'il n'avait pas le choix, mais elle n'avait jamais voulu vendre. Je vous passe, chaque fois je prenais une décision, madame disait, oh, mon mari, lui, n'aurait pas fait ça. Je dis, oui, mais s'il était resté patron, il aurait fait différemment. Donc, plutôt que de me battre en permanence, j'ai pris le parti de partager mes décisions avec eux. Ce n'était pas inutile. Quelqu'un qui avait vécu 30 ans dans l'entreprise a du savoir à faire passer. C'est merveilleux. Mon Dieu, c'était toujours au niveau du management où on s'est disputé. Donc pour lui, il pensait que j'étais effectivement beaucoup trop cool, trop relax, pour reprendre ses mots. Et il était à la fois très étonné du résultat, et c'était très violent pour lui, de voir que ce qui n'avait pas fonctionné avec lui fonctionnait avec moi. J'ai pas tout réussi, loin s'en faut. Mais alors chaque fois, il fallait prendre le temps. Un exemple, quand on a quitté ce vieux local, on a parlé, je vous ai dit, les gens ont travaillé sur une maquette, ont vraiment avancé. On a pris du temps. Il m'a dit lui-même, mais tu perds du temps à discuter avec tous ces gens. Tu perds du temps. Et tu leur en perds. Pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas. Ils ne produisent pas. Ce n'était pas du temps perdu, vraiment. Et donc j'expliquais, et on a tout déménagé, les camions, les grues. Et à un moment, je reviens le soir dans le local et je vois la petite lumière de son bureau, vous savez, derrière des vitres, allumée. Il était là, tout seul, il n'y avait plus rien, en train de travailler. Je dis, mais Jean, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ben, je ne sais pas. Je dis, tu sais pas quoi? Tu déménages pas? Il me dit, ah bah, tu m'as pas plus dit à moi qu'aux autres, donc je me sens pas concerné. Voilà, alors effectivement, j'avais pris le temps de toujours exprimer les choses à tout le monde, que tout le monde entende la même chose au même moment. Ben oui, il y a une hiérarchie à respecter, même si lui était à quelques mois du départ, c'était quand même l'ancien patron, donc dû égard au respect à son titre. Voilà. Donc ce brave homme, j'ai fait ses valises avec lui le soir pour qu'il daigne rejoindre l'autre structure. Il me dire, mais qu'est-ce que vous êtes enquiquiné? Vous avez qu'à le foutre dehors, c'était vous le patron. Non. L'entreprise était trop fragile, toujours, la PME. D'abord, ça aurait alerté nos clients. Au but du jeu, je venais avec mes propres clients, mais j'avais gardé tous les anciens clients. Et sur une petite structure comme ça aurait été très dangereux. Je ne regrette pas, c'était assez épuisant, mais je ne regrette pas. Alors, bon, il y a eu ces phases-là. Ensuite, on a refait effectivement de la croissance externe. Là, ça avait été de la croissance interne, avec le déménagement, croissance externe. Racheter une autre entreprise il y a 6 ans. Le petit a racheté le gros. Là aussi, c'était un type de management. Il y avait toujours monsieur, madame, toujours. Sauf que là, je suis parti sur un contrat de 12 mois. Oui, j'apprends quand même. Je ne suis pas très malin, mais je finis par apprendre quand même. Voilà, avec des gens encore un peu différents. Madame tenait toujours la maison, naturellement. Ça a été compliqué. Là, monsieur était beaucoup plus jeune et m'avait expliqué que voilà, il en avait assez, il avait 48 ans, qu'il allait partir monter avec une de ses filles une entreprise dans les vins, les spiritueux. Ok, pas de souci. Donc on a quand même prévu un gros contrat quand même de non-concurrence. Et ce brave homme m'a annoncé que je manageais dans mon bureau. Chaque fois, j'ai oublié de vous dire, effectivement, j'essayais de récupérer l'ancien dirigeant dans mon bureau, l'avoir à côté de moi. Voilà, où moi je mettais sur une table de réunion, lui gardait son bureau, bon, on a regardé. Et il m'a annoncé que finalement, ça s'est fait vraiment différemment. Un jour, je suis rentré à mon bureau un vendredi soir, son épouse et lui étaient là, et sa femme lui dit, tu n'es pas obligé de lui dire à Sylvain. Je suis pas obligé de me dire quoi? Il dit, non, mais c'est bon, de toute façon, mon mari fait encore ce qu'il veut. Je dis, non, mais explique-moi, Sylvie. Et lui me dit, Gérard me dit, c'est-à-dire que je vais continuer dans le métier de l'imprimerie. Ah, c'est une blague. Je lui dis le vendredi soir, c'est une blague. Il me dit, non, tu comprends bien, je ne sais pas faire autre chose, j'ai réfléchi, finalement, je vais continuer. Je dis, tu ne veux
pas continuer, tu m'as vendu l'entreprise. Oui, oui, mais il y a une partie de l'entreprise, on faisait aussi des post-it, qui ne t'intéressent pas, j'ai senti, donc moi je vais repartir là-dessus. Donc là, je me suis dit, attention, soit on se fâche très fort, soit j'active des juristes, mais comme je n'ai pas pu me payer des RH, je n'ai pas pu me payer non plus des directeurs juridiques, donc je me dis, bon Dieu, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors là, on va faire aussi du slow management, on va prendre le temps, on ne va pas se fâcher, on va écouter. De toute façon, si je vais au clash, ça va prendre 3 ans de procès, et ce brave homme fera monter la boîte par une cousine de son beau-frère, et je serai dedans dans tous les cas. Donc on a pris le temps de discuter, hein, j'ai pris le temps aussi de reconnaître que ce n'était pas un échec d'avoir cédé son entreprise. Je le sais, je paye encore, hein, je rachète sur 7 ans, donc il me reste encore 1 an, donc je sais la somme qu'il a touchée, ce n'est pas un échec pour lui. Et voilà, on a pris le temps d'en discuter, de prendre le temps de reconnaître, effectivement, de prendre le temps d'être authentique, comme me disait Loïc, de communiquer. Alors c'est facile de communiquer pour moi quand on est bavard comme je suis, mais on peut aussi parler pour rien dire. Ça m'arrive, mais là j'ai pris le temps de parler en disant des choses importantes, en étant authentique, vraiment, en disant vraiment les choses telles qu'elles étaient, en parlant de mes angoisses, de ma peur, de mes banquiers qui prendraient vraiment très mal la chose, etc. On a pris 2-3 mois pour en discuter. Finalement, j'ai fait le choix de l'accompagner dans son projet, en prenant une participation de 49%. Il était majoritaire, mais ça me permettait de voir avec qui il travaillerait. Donc il a sous-traité chez moi et de voir qu'il ne relançait pas les anciens clients, mais qu'il en trouvait de nouveaux. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Il est parti. L'entreprise marche bien, maintenant depuis 4 ans et demi. La sienne, la mienne aussi, mais la sienne. Voilà, donc là, c'était aussi quelque chose qui a été... voilà. J'ai partagé ces soucis-là avec nos salariés. Alors, ça, c'est important aussi, quand on disait qu'il faut dire les choses. Chacun est payé en fonction de ses responsabilités, et je n'ai pas à faire porter à mes collaboratrices, à mes collaborateurs, des soucis qu'ils n'ont pas à avoir. En même temps, aujourd'hui, les gens entendent, savent que les choses sont difficiles. Pendant toute cette période, ils ont vu, ils ont regardé si les anciens patrons se disputaient avec le nouveau, comment réagissaient les épouses, comment réagissait vraiment la vie de la PME, 50 personnes, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, ils sont très soucieux de l'avenir de notre métier. Quand tous les matins, ces gens viennent travailler, beaucoup étaient très fiers de leur métier, vraiment. Le métier d'imprimeur, avant de dire je suis conducteur offset, ou opérateur numérique, ou responsable de la PAO, ou responsable du façonnage. Beaucoup disent nous sommes imprimeurs. Vraiment, il y a une espèce de fierté, surtout dans une région comme Grenoble où on a une tradition au niveau du papier et de l'imprimerie et de la sérigraphie. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont vraiment tristes, qui sont soucieux. On ne manque pas de leur dire, leurs enfants adolescents ou les copains de leurs enfants adolescents, leur dire qu'ils sont des has-been dans un métier qui sera mort dans quelques années, il n'y aura plus de papier. On n'en est pas encore là. On leur dit. Donc j'ai face à moi tous les matins des collaborateurs extrêmement soucieux de l'avenir de leur métier déjà, de leur fierté, hein, parce que c'est une reconnaissance aussi pour eux, mais aussi de leur emploi. Ils ont bien conscience que si ça se termine, on l'a dit tout à l'heure, ça serait dramatique. Donc mon rôle à moi, effectivement, c'est de prendre le temps de les écouter. Oui, je leur serre la main en les regardant dans les yeux. Oui, je prends le temps. Ce n'est pas un exploit, mais pour avoir visité d'autres PME, de mes confrères ou dans d'autres métiers, quand j'étais président du Centre des jeunes dirigeants, oui, ben, ça ne se fait pas beaucoup. L'autre est important, oui, et sans eux, je veux dire vraiment, alors peut-être encore plus ou pas, que dans une entreprise 5000 personnes, quand on est 50, chacun a vraiment son importance, son rôle. Moi, je le crois vraiment, et je peux vous assurer qu'avec tous les écueils que j'ai connus, toutes les tsunamis qu'on a vécus entre il y a 12 ans quand on a démarré et aujourd'hui, si je n'avais pas eu ce type de management, ce slow management, maintenant je fais le malin, je sais comment ça s'appelle, donc on serait mort, mais déjà 10 fois, vraiment. Ce respect, cette tolérance, cet appui. Alors ma vraie fierté, alors vous avez regardé les comptes de l'imprimerie Cocan sur société.com, on perd de l'argent, on est très fragile, c'est pas simple, mais ma dette senior va bientôt s'éteindre, je dois tenir encore 12 mois, j'ai fini d'enrichir tous les anciens patrons, on devrait y arriver, et là à ce moment-là on sera plus à l'aise. Ma vraie fierté, c'est qu'il n'y a eu aucune démission dans cette boutique depuis une douzaine d'années. Tous les gens sont restés, ça n'a pas toujours été simple. On a cadré, on a recadré, on a discuté. Il n'y a pas une évolution formidable dans une entreprise comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour les faire rêver? Loïc parlait tout à l'heure aussi de faire rêver aussi salariés. Il faut être authentique, il faut dire les choses, dire quand elles vont pas bien, mais dire aussi quand elles vont bien. Elles vont pas souvent bien, ben si. C'est tout simple, c'est tout bête, mais vous le faites aussi, j'imagine. Un client qui est content, qui envoie un mail, un fax, je l'affiche. Moi, pareil, le premier patron dont je vous parlais tout à l'heure, le premier vrai clash, c'est lorsqu'il m'a coincé en train de dire merci à un salarié.
Il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, tu leur dis merci, mais tu les remercies de travailler. Et je lui ai dit, mais oui, voilà, on casse le métier, on casse des années de management à la schlag, vraiment. Il m'a dit, mais comment, mais c'est scandaleux. Il m'a dit, mais ils sont là pour, déjà ils nous volent, mais si en plus on les remercie, mais où va-t-on? Il m'a dit, tu es foutu. Et oui, ils avaient fait un travail un peu extraordinaire, un peu pas ordinaire. Voilà, on prend le temps de remercier et de discuter. Alors, attention, bien sûr, vous me voyez venir, attention à l'écueil du paternalisme. Voilà. Oui, il m'arrive de jouer au foot ou de skier avec eux le week-end. Oui, il m'arrive de prendre des nouvelles de la rougeole du petit dernier. Hein, bien sûr, il y a des limites. Chacun a sa place aussi. Ils ne sont pas bêtes. On ne cherche pas, on ne fait pas semblant. Voilà. On est tous dans ce même bateau. Ils ont conscience de cette fragilité. On leur explique. Les comptes sont publiés chaque année, sont distribués aux salariés. Je ne vais pas jusqu'à imprimer les feuilles de salaire, mais on pourrait le faire. Il n'y a pas à rougir. Voilà, quand le patron change de voiture, ils savent. On est vraiment transparent. Et surtout, savoir prendre le temps. Une fois encore, moi aussi, j'aimerais beaucoup prendre du temps dans mon bureau, avoir l'air affairé, débordé, pas sortir de son bureau. C'est drôlement agréable de faire des mails. Je m'y suis mis tardivement, parce que moi, c'est le papier avant tout. Donc j'avais un peu peur de cet outil un peu étonnant qu'est l'informatique. Oui, d'aller en clientèle, c'est drôlement plus sympa que de traîner toute la journée dans cet atelier où ces machines tournent. Et quand elles tournent, c'est du bonheur. Je peux vous assurer, quand je traverse cet atelier le matin à 6 heures et qu'elle ne tourne pas, et que mes collaborateurs viennent me voir en me disant « Ça va, monsieur, il y a du boulot, ça arrive ?» C'est pas quotidien, mais ça arrive quand même souvent. Vous savez, on est dans une PME, dans ce métier. Le lundi matin, nous ne savons pas ce que nous ferons le vendredi en machine. Alors, il y a toujours du travail qui arrive. Maintenant, on est devenu un peu l'épicier du coin. L'imprimeur, on s'adresse à l'imprimeur un peu au dernier moment. OK. On s'est adapté, nos machines offset sont devenues numériques, on a trouvé des solutions, on travaille en équipe décalée, en double équipe. Mais bon. Mais voilà, cette angoisse vraiment qu'on peut palper de ces personnes. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit n'importe quoi. Ouais, super, le travail arrive, vous ne faites pas de soucis. Ou alors je dis, non, de toute façon, il n'y en a plus, c'est bien fait pour vous, vous n'avez qu'à travailler plus. Non. Il faut être, voilà, parler vrai, à la fois les rassurer, les faire rêver, leur donner un peu d'enthousiasme, parce que c'est eux qui font tourner cette maison, et puis, voilà, leur dire d'y croire, et puis on va y arriver, tous ensemble. Voilà.